Ma mère a retrouvé le père violent de ma femme pour l'inviter à notre mariage, alors que nous lui avions dit de ne pas le faire, alors nous avons secrètement changé la date du mariage. Je, 36 ans, homme, ai épousé Edna, 32 ans, femme, il y a 2 semaines, mais le chemin jusqu'à notre mariage s'est transformé en cauchemar à cause des agissements de ma mère. Edna et moi nous sommes rencontrés il y a 11 ans grâce à des amis à l'université. Nous avons été très proches pendant 7 ans avant de commencer à sortir ensemble il y a 4 ans. Dès le début, j'ai su qu'Edna était la personne avec qui je voulais passer ma vie. Elle est intelligente, gentille, et elle me fait rire même les jours les plus sombres. L'année dernière, je lui ai fait ma demande en mariage sur la jetée où nous avions eu notre premier rendez-vous en tant que couple, et elle a dit oui sans hésiter. Dès le départ, Edna s'est très bien entendue avec mes parents. Ma mère, 62 ans, en particulier, s'était beaucoup attachée à elle. Quand Edna a perdu sa mère d'un cancer il y a 2 ans, mes parents se sont montrés présents et l'ont traitée comme leur propre fille. Ma mère invitait Edna au dîner du dimanche, lui apprenait les vieilles recettes familiales et l'aidait à traverser les moments difficiles du deuil. Edna appréciait cela plus que les mots ne peuvent le dire, surtout parce qu'elle n'a pas beaucoup de famille. Ce que je savais du père d'Edna était limité, mais important. Edna avait coupé les ponts avec lui à l'âge de 16 ans, après des années de comportements imprévisibles et de déceptions constantes. Selon Edna, il avait eu des problèmes d'alcool pendant une grande partie de son enfance et disparaissait pendant des mois. Quand il était présent, il l'ignorait complètement ou la critiquait sans cesse. Sa mère avait divorcé quand Edna avait 10 ans, et ses visites s'étaient faites de plus en plus rares, se terminant toujours par des disputes. Edna avait passé des années à surmonter les dégâts causés par son père. Quand je l'ai rencontrée, elle était réservée et peu sûre d'elle, mais elle est devenue une femme confiante et épanouie. Avec le temps, elle parlait de moins en moins de lui, et quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle avait déjà accepté que ne plus avoir de relation avec lui était la meilleure chose pour sa santé mentale. Quand nous avons commencé à planifier notre mariage, il ne nous est jamais venu à l'esprit d'inviter son père. Je ne l'avais jamais rencontré, et Edna n'avait plus de contact avec lui depuis des années. Le sujet n'est apparu que lorsque ma mère en a parlé un soir de dîner, environ 6 mois avant le mariage. Ma mère, ancienne conseillère familiale à la retraite, a commencé à suggérer qu'Edna devrait reconsidérer sa décision d'inviter son père. Elle disait que les mariages sont des occasions parfaites pour se réconcilier, et qu'Edna pourrait regretter de ne pas lui avoir donné une chance d'assister à son grand jour, surtout depuis que sa mère n'était plus là. Edna lui a répondu poliment qu'elle n'avait aucun intérêt à renouer avec son père et qu'elle préférait qu'il reste en dehors de sa vie. Cela aurait dû clore la discussion, mais ma mère a de nouveau abordé le sujet quelques semaines plus tard. Cette fois, j'ai pris les devants et j'ai dit clairement à ma mère que la relation d'Edna avec son père ne concernait qu'elle, et que nous étions tous les deux d'accord pour qu'il ne soit pas présent à notre mariage. Ma mère semblait déçue, mais elle paraissait avoir accepté notre décision. Les préparatifs ont continué sans encombre par la suite. Nous avons trouvé le lieu parfait, le restaurant tenu par Marc, 38 ans, le beau-frère d'Edna. Cet endroit avait une signification particulière pour nous, car c'était là que nous avions eu notre premier rendez-vous 4 ans plus tôt. Nous avons fixé la date au 15 juin, notre anniversaire de rencontre. La sœur d'Edna, Laura, 35 ans, et son mari Marc ont été incroyables tout au long de l'organisation. Laura a pris en charge de nombreuses tâches que la mère d'Edna aurait normalement assumées. Son frère aîné, Nathan, 42 ans, était moins impliqué mais avait accepté de la conduire à l'hôtel. Tout se passait parfaitement. Les invitations étaient envoyées, le menu était choisi, et Edna avait trouvé une magnifique robe qu'elle adorait. Ma mère était même allée faire du shopping avec elle pour choisir les accessoires. Nous n'avions aucune raison de penser que quoi que ce soit viendrait perturber nos plans. 3 semaines avant le mariage, mes parents nous ont invités à dîner chez eux, en compagnie de mon frère David, 33 ans, et de ma sœur Rachel, 30 ans. Le dîner s'est déroulé normalement, mon père faisait griller la viande et tout le monde parlait du mariage à venir. Ce n'est qu'au moment du dessert que tout a basculé. Ma mère s'est levée et a annoncé qu'elle avait une surprise pour Edna. Elle avait retrouvé son père, lui avait rendu visite chez lui, et l'avait personnellement invité à notre mariage. Elle a expliqué qu'elle trouvait important qu'Edna ait son père à ses côtés pour ce jour spécial, et qu'elle était sûre qu'Edna la remercierait plus tard. Elle a même montré une photo d'elle assise à côté d'un homme plus âgé, que j'ai immédiatement reconnu comme étant le père d'Edna. Je n'en croyais pas mes oreilles, mais Edna encore moins. Elle a dit à ma mère que ce qu'elle avait fait n'était pas seulement inapproprié, mais une trahison totale de sa confiance. Elle lui a rappelé que nous avions clairement dit, à plusieurs reprises, que son père n'était pas le bienvenu à notre mariage, et que ma mère n'avait aucun droit de passer outre notre décision. C'était la seule limite qu'elle lui avait demandé de respecter, et maintenant, elle ne pouvait plus lui faire confiance. J'étais furieux. Sans réfléchir, j'ai dit à ma mère qu'elle n'était plus invitée à notre mariage. Je n'en avais pas parlé à Edna avant, mais je savais qu'elle serait d'accord avec moi, ce qu'elle a confirmé plus tard. Nous sommes partis immédiatement après cela. Dans la voiture,
Edna a fondu en larmes, me disant qu'elle avait peur que son père se présente maintenant qu'il connaissait la date du mariage. Elle ne se sentait plus en sécurité et a suggéré qu'on doive peut-être tout annuler. Cette nuit-là, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Ma mère appelait sans cesse, mais je n'ai répondu à aucun appel, inquiet pour la suite. Mon père m'a aussi appelé et envoyé des messages, me demandant de parler à ma mère et de l'écouter. Mes frères et sœurs m'ont écrit aussi, disant qu'ils comprenaient pourquoi j'étais en colère, mais que désinviter notre mère du mariage était trop extrême. Le lendemain, Edna m'a révélé quelque chose qui m'a fait mieux comprendre sa réaction. Elle m'a expliqué que plus jeune, elle avait tenté de se réconcilier avec son père. Elle lui avait écrit des lettres, essayé de le rencontrer, et même envoyé des invitations à ses cérémonies de remise de diplôme du lycée et de l'université. Il l'avait ignoré ou s'était présenté ivre, provoquant des scènes. Au bout d'un moment, elle avait abandonné et accepté qu'il ne serait jamais le père dont elle avait besoin. Le coupé de sa vie lui avait apporté la paix. Et maintenant, ma mère venait de détruire cet équilibre. Je me suis senti coupable de ne pas avoir consulté Edna avant de désinviter ma mère. Je me suis excusé pour cette décision prise sous le coup de la colère. Edna ne m'en a pas voulu, elle comprenait que j'avais agi par instinct pour la protéger. Quelques jours plus tard, j'ai accepté de rencontrer mon père seul pour discuter de la situation. À ma grande surprise, il a commencé par s'excuser pour les actes de ma mère et pour m'avoir d'abord poussé à l'écouter. Il a reconnu la gravité de sa trahison et m'a dit que la décision finale devait revenir à Edna. Il a également proposé de couvrir tous les frais supplémentaires si nous devions modifier nos plans de mariage ou engager de la sécurité. C'était un changement radical par rapport à son attitude initiale, et j'ai apprécié son soutien. Plus tard dans la journée, David et Rachel m'ont appelé séparément pour s'excuser aussi. Ils m'ont assuré qu'ils comprenaient désormais pourquoi j'étais en colère et m'ont proposé leur aide. Quand j'ai raconté ces conversations à Edna, elle a semblé soulagée de voir que ma famille commençait à comprendre la gravité de la situation. Elle ne savait toujours pas quoi faire concernant ma mère, mais elle ne voulait pas être la cause d'un fossé permanent dans ma famille. C'est alors que Marc, le beau-frère d'Edna, a proposé une solution, avancer la date du mariage de 2 semaines, au 1er juin. Cela nous permettrait de garder le lieu tout en empêchant le père d'Edna de connaître la nouvelle date. Ce n'était pas idéal, car nous perdions la symbolique de notre anniversaire, mais c'était la meilleure option possible. Nous avons passé les jours suivants à contacter les prestataires et les invités pour voir si le changement était faisable. L'offre de mon père de couvrir les frais supplémentaires a facilité les choses et, étonnamment, la plupart des prestataires ont pu s'adapter. Le plus difficile a été de prévenir tout le monde sans révéler la véritable raison du changement. Nous avons décidé de dire qu'il y avait un problème de planning avec le lieu initial. Pendant tout ce temps, Edna restait anxieuse à l'idée que son père puisse malgré tout venir. Après réflexion, nous avons décidé de ne pas donner la nouvelle date à ma famille avant le matin du mariage, pour être sûr que ma mère ne la transmette pas accidentellement au père d'Edna. Ce qui a encore plus blessé Edna que les actions de ma mère, c'est de découvrir que son frère Nathan était en contact avec leur père depuis des années. Quand nous avons commencé à appeler les proches au sujet du changement de date, Laura a révélé par inadvertance que Nathan donnait régulièrement des nouvelles d'Edna à leur père. C'est ainsi que ma mère avait pu le retrouver si facilement, elle avait obtenu ses coordonnées grâce à Nathan. Edna a confronté Nathan, qui a admis entretenir une relation avec leur père. Il a affirmé qu'il essayait simplement de garder le lien familial et qu'il ne voyait pas le mal à partager des nouvelles générales sur Edna. Edna n'était pas en colère qu'il parle à leur père, elle était furieuse qu'il parle d'elle. Elle ne savait pas si elle voulait encore qu'il soit présent au mariage, mais a finalement décidé de l'Y autoriser pour éviter d'autres tensions. À quelques jours du mariage, nous avons finalisé les nouveaux plans. La cérémonie aurait désormais lieu le 8 juin au restaurant de Marc, avec des agents de sécurité engagés pour empêcher le père d'Edna d'entrer s'il venait à apprendre la nouvelle date. Ma mère, elle, ne savait toujours pas si elle pourrait venir. Après une longue discussion avec Edna, nous avons décidé de l'inviter à condition qu'elle comprenne vraiment pourquoi ce qu'elle avait fait était mal, et qu'elle promette de ne plus jamais contacter le père d'Edna. La veille de la nouvelle date du mariage, Edna et moi avons rencontré ma mère. Elle s'est excusée en larmes. Elle a promis de respecter à l'avenir les décisions d'Edna concernant sa famille. Bien que ses excuses aient semblé sincères, Edna et moi savions que la confiance brisée mettrait du temps à se reconstruire. Le mariage en lui-même était plus petit que prévu, car certains invités n'avaient pas pu s'adapter à la nouvelle date. Mais les personnes qui comptaient vraiment étaient présentes, et la journée a été magnifique malgré tout le stress qui l'avait précédé. Le père d'Edna ne s'est pas montré, preuve que notre plan avait fonctionné. Marc et son équipe se sont surpassés pour rendre la journée parfaite malgré le délai serré, et mon père a insisté pour leur donner un pourboire très généreux pour leurs efforts. Quant au frère d'Edna, Nathan, leur relation est restée tendue. Elle l'a laissé la conduire à l'hôtel comme prévu, principalement pour éviter de modifier encore quelque chose à la dernière minute. Mais elle a précisé qu'ils devraient avoir une sérieuse discussion sur les limites à leur retour de lune de miel.
Toute cette expérience nous a appris des leçons précieuses sur les limites personnelles et sur l'importance de les respecter. Bien que les semaines précédant le mariage aient été parmi les plus stressantes de notre vie, nous en sommes sortis plus forts. Notre relation s'est renforcée pour avoir traversé cette tempête ensemble, et je suis reconnaissant chaque jour qu'Edna soit maintenant ma femme. Mise à jour 1. Cela fait 2 semaines depuis notre mariage réorganisé à la hâte, et Edna et moi revenons tout juste de notre lune de miel aux Maldives. Je voulais donner des nouvelles concernant la situation avec ma mère et le frère d'Edna, ainsi que partager quelques détails supplémentaires découverts après mon dernier message. D'abord, notre lune de miel a été exactement ce qu'il nous fallait après tout ce stress. Nous avons passé 7 jours dans un bungalow sur pilotis, complètement déconnectés des téléphones et des drames familiaux. Edna a commencé à se détendre dès le 2e jour, et à la fin du voyage, elle semblait presque redevenir elle-même. Cette pause nous a permis de digérer tout ce qui s'était passé et de décider comment avancer. À notre retour, le premier défi nous attendait, un dîner chez mes parents. Mon père insistait pour que nous venions, affirmant que ma mère avait préparé tous les plats préférés d'Edna en signe de paix. Edna a accepté, même si elle était visiblement tendue à l'idée de revoir ma mère. Le début du dîner a été maladroit. Ma mère s'efforçait un peu trop de la mettre à l'aise, proposant sans cesse à boire ou à manger. Finalement, mon père a proposé que nous parlions ouvertement de ce qui s'était passé. Ma mère a de nouveau présenté ses excuses, cette fois en détaillant davantage pourquoi ses actes étaient mauvais. Elle a reconnu avoir placé son propre désir de « réparer » la famille d'Edna au-dessus des limites d'Edna elle-même. Puis elle a révélé quelque chose qui nous a tous deux surpris. Apparemment, lorsqu'elle avait rencontré le père d'Edna, il n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Elle a admis qu'au bout de quelques minutes, elle avait compris qu'Edna avait raison de le tenir à l'écart. Selon ma mère, il avait passé la majorité de la conversation à se vanter de lui-même et avait montré très peu d'intérêt pour Edna, à part pour lui demander si elle avait réussi sa vie et si elle avait un bon travail. Il avait également posé plusieurs questions sur l'argent, ce qui avait mis ma mère mal à l'aise. Malgré ces signaux évidents, elle avait quand même choisi de l'inviter, simplement parce qu'elle était déjà engagée dans son idée et ne voulait pas admettre qu'elle avait eu tort. Elle pensait qu'il se tiendrait bien au mariage, et que voir sa fille pourrait réveiller son bon côté. Elle réalise maintenant à quel point c'était naïf et présomptueux. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'Edna a demandé à ma mère des détails précis sur lui, s'il semblait en bonne santé, à quoi ressemblait son appartement, s'il avait parlé de sa vie récente. Ma mère a répondu honnêtement, décrivant son petit appartement, ses problèmes de santé apparents, et l'absence totale de photos ou souvenirs d'Edna ou de sa mère. Quand Edna lui a demandé s'il semblait heureux d'avoir reçu l'invitation au mariage, ma mère a hésité avant d'admettre qu'il paraissait plus intéressé par la perspective de nourriture et de boissons gratuites que par celle de voir sa fille se marier. Edna a relevé le mot « boisson », a hoché la tête et a simplement dit « oui, ça lui ressemble ». Après le dîner, Edna m'a confié que ces détails l'avaient conforté dans sa décision de le tenir éloigné de sa vie. Pendant des années, elle s'était parfois demandé si elle n'avait pas été trop dure, s'il avait peut-être changé. À présent, elle savait qu'elle avait pris la bonne décision pour sa santé mentale. La conversation suivante, bien plus difficile, a eu lieu avec son frère Nathan. Nous l'avons rencontré pour déjeuner dans un café du centre-ville. Nathan est arrivé sur la défensive, visiblement prêt à se justifier. Edna lui a demandé directement depuis combien de temps il était en contact avec leur père et quelles informations il avait partagées. Nathan a expliqué qu'il avait renoué avec leur père il y a environ 10 ans, peu après la naissance de son premier enfant. Selon lui, leur père avait voulu rencontrer son petit-fils, et Nathan avait accepté de lui donner une chance. Au fil des années, il lui avait donné des nouvelles de la famille, y compris les fiançailles d'Edna. Quand Edna lui a demandé pourquoi il ne lui avait jamais rien dit, Nathan a répondu qu'il savait qu'elle n'approuverait pas et qu'il voulait éviter les conflits. Il a justifié son silence en prétendant qu'il essayait de protéger Edna et leur père de tout drame. Edna lui a fait remarquer qu'en cachant cette relation, il avait trahi sa confiance et permis à ma mère de s'immiscer dans une histoire qui ne la regardait pas. Puis Nathan a dit quelque chose qui a bouleversé Edna, il a révélé que leur père était venu à l'enterrement de leur mère 2 ans plus tôt, resté au fond de la salle. Nathan avait organisé cela, sans rien dire à Edna. Apprendre que son père avait assisté à l'un des moments les plus douloureux de sa vie, à son insu et sans son accord, l'a mise hors d'elle. Elle a demandé à Nathan de partir, lui disant qu'elle avait besoin de temps avant de pouvoir lui reparler. Dans la voiture, Edna m'a confié que cette trahison lui faisait encore plus mal que celle de ma mère, car Nathan était son frère, il aurait dû mieux comprendre pourquoi maintenir cette distance avec leur père était si important pour elle. Plus tard dans la semaine, nous avons reçu une lettre inattendue, une carte de félicitations de son père. À l'intérieur, un message banal et un chèque de $100. Edna l'a regardé longuement avant de déchirer la carte et le chèque. Elle n'a même pas lu l'intérieur, disant qu'elle ne voulait pas de ces mots dans sa tête. Cet incident a poussé Edna à prendre des précautions supplémentaires, elle a changé de numéro de téléphone et d'adresse mail,
et envisage de déménager quand notre bail se terminera le mois prochain. Elle craint que son père ait maintenant trop d'informations sur elle et tente de la contacter à nouveau. Quant à ma mère, les choses s'améliorent lentement. Elle respecte notre demande de ne plus jamais évoquer le père d'Edna et fait des efforts pour regagner notre confiance, notamment en respectant les petites limites du quotidien. Par exemple, elle avait l'habitude de venir chez nous à l'improviste, mais maintenant elle appelle toujours avant et attend une invitation explicite. Mon père, lui, a été la voix de la raison. Il m'a dit n'avoir jamais vu ma mère aussi sincèrement désolée, et que cette expérience l'a obligé à remettre en question sa tendance à croire qu'elle sait toujours ce qui est le mieux pour tout le monde. Il pense que cela pourrait marquer un vrai changement dans sa manière d'interagir avec toute la famille. Edna et moi sommes encore en train d'assimiler tout ce qui s'est passé. Le mariage nous semble désormais flou, éclipsé par tout ce drame. Nous prévoyons une petite célébration le 15 juin, notre date originale, juste nous deux, dans le restaurant de Marc, qui a proposé de fermer spécialement pour nous et de nous préparer un repas sur mesure. Quant à Nathan, Edna ne sait pas encore si, ni quand, elle pourra lui reparler. Sa sœur Laura est prise entre les deux, essayant de soutenir Edna tout en gardant le lien avec Nathan. Les dynamiques familiales sont compliquées, et je fais de mon mieux pour soutenir Edna sans dépasser mes propres limites. Je publierai une nouvelle mise à jour s'il y a des changements importants, notamment concernant la relation d'Edna avec son frère ou son père. Pour l'instant, nous nous concentrons sur notre nouvelle vie de couple et laissons le drame du mariage derrière nous. Mise à jour 2. 3 mois ont passé depuis notre mariage, et beaucoup de choses se sont produites depuis. D'abord, Edna et moi avons enfin déménagé dans un nouvel appartement, plus près de mon travail et surtout plus sécurisé, avec un portier et un accès contrôlé. Edna se sent plus en sécurité en sachant que son père ne peut plus apparaître à l'improviste, et je dors mieux moi aussi. Un mois après ma dernière mise à jour, nous avons reçu une nouvelle inattendue par Laura, le père d'Edna avait eu une crise cardiaque et avait été hospitalisé plusieurs jours. Nathan lui a rendu visite et a appris qu'il souffrait d'une maladie cardiaque avancée. Les médecins lui ont dit que son pronostic était mauvais s'il ne changeait pas radicalement de mode de vie, ce qui semblait peu probable vu son passé. Quand Laura l'a annoncé à Edna, sa réaction m'a surpris. Elle est restée silencieuse longtemps, puis a demandé des détails sur son état, tout en affirmant fermement qu'elle ne voulait toujours aucun contact. Ce soir-là, elle m'a avoué se sentir partagée, une partie d'elle pensait devoir lui rendre visite, ou au moins envoyer une carte, non par affection, mais par simple compassion humaine. Mais une autre partie craignait qu'un contact, même minime, ne rouvre une porte qu'elle avait mis des années à fermer. Après plusieurs jours de réflexion, Edna a décidé d'envoyer une carte brève et neutre via Laura. Elle n'y a rien écrit de personnel, juste un message banal de bon rétablissement et sa signature. Elle m'a dit que c'était tout ce qu'elle pouvait offrir, et je l'ai soutenue à 100%. Une semaine plus tard, Laura a rappelé. La carte avait poussé leur père à faire une demande, il voulait voir Edna, avant qu'il ne soit trop tard. Il promettait de ne rien demander d'autre, disant qu'il voulait simplement voir sa fille une fois. Nathan insistait fortement pour qu'elle accepte, affirmant qu'elle risquait de regretter de ne pas l'avoir fait s'il venait à mourir sans cette dernière rencontre. Edna était très stressée par cette pression. Nous avons passé plusieurs soirées à discuter de ce qu'elle devait faire. Je lui ai dit qu'elle ne lui devait rien, peu importe son état de santé, et qu'elle ne devait accepter que si c'était vraiment son choix. Finalement, Edna a décidé qu'elle le verrait, mais selon ses conditions, la rencontre se ferait dans un lieu public, Laura et moi serions présents, et elle durerait au maximum 30 minutes. Le rendez-vous a été fixé dans un café près de l'hôpital. Edna s'est préparée avec soin ce matin-là, choisissant une tenue qui lui donnait confiance et notant les sujets dont elle était prête à parler, et ceux qu'elle refuserait d'aborder. Je voyais qu'elle se construisait une armure émotionnelle. Son père est arrivé accompagné de Nathan. Il paraissait bien plus âgé et affaibli que sur la photo que ma mère nous avait montrée. Il marchait lentement, appuyé sur une canne, et avait besoin de Nathan pour s'asseoir. Les premières minutes furent maladroites, marquées par des salutations hésitantes. Puis il a commencé à parler de ses problèmes de santé, de ses médicaments, de son régime alimentaire. Edna l'écoutait poliment sans vraiment réagir. Quand il a eu fini, il lui a demandé des nouvelles de son travail et de notre mariage. Edna a répondu brièvement. La conversation est restée superficielle, chacun évitant soigneusement les sujets sensibles. Alors que les 30 minutes touchaient à leur fin, son père a soudain tendu la main pour saisir celle d'Edna. Elle s'est instinctivement reculée. Il a alors dit qu'il savait n'avoir pas été un bon père, mais espérait qu'elle pourrait lui pardonner avant sa mort. Edna l'a regardé droit dans les yeux et lui a répondu que le pardon n'était pas quelque chose qu'on pouvait exiger, ni quelque chose qu'elle pouvait promettre sur le moment. Elle lui a dit que le voir aujourd'hui était tout ce qu'elle pouvait offrir, et qu'elle devait partir. Alors que nous nous levions, il a demandé à prendre une photo avec elle. Elle a refusé, disant qu'elle ne s'en sentait pas capable. Son visage s'est assombri, et j'ai cru un instant qu'il allait insister ou faire une scène. Mais il s'est contenté de hocher la tête et de la remercier d'être venue. Edna a fait de même, et nous sommes partis.
Dans la voiture, Edna est restée silencieuse. En rentrant, elle est allée directement sous la douche et y est restée presque 1 heure. Plus tard, elle m'a dit qu'elle n'avait rien ressenti pendant la rencontre, ni colère, ni tristesse, ni soulagement, juste un profond vide. Elle n'était pas sûre que cette rencontre lui ait réellement apporté la paix intérieure qu'elle espérait, mais au moins, elle l'avait affrontée selon ses propres conditions. Quant à Nathan, sa relation avec Edna reste distante. Après la rencontre au café, il a envoyé un message à Edna pour lui dire qu'il était fier d'elle d'avoir accepté de voir leur père. Edna n'a pas répondu, ce que Nathan a pris pour de la rancune. Laura nous a ensuite dit que Nathan s'était plaint auprès d'elle qu'Edna était froide et incapable de pardonner. Cela a provoqué une dispute entre eux, toujours non résolue. Sur une note plus positive, ma relation avec ma mère s'est considérablement améliorée. Elle a fait de vrais efforts pour respecter les limites d'Edna et n'a plus jamais évoqué son père. Elle demande maintenant la permission avant de donner son avis, ce qui marque un grand changement par rapport à son comportement passé. Le mois dernier, elle et Edna sont allées faire du shopping ensemble sans moi, ce que je considère comme une étape importante dans la reconstruction de leur lien. Edna a commencé à consulter une thérapeute pour gérer ses sentiments complexes à propos de son père et de son frère. Elle ne parle pas beaucoup de ses séances, mais j'ai remarqué qu'elle semble plus en paix avec ses décisions. Elle m'a confié récemment qu'elle ne se sentait plus coupable de garder ses distances avec son père, même sachant que sa santé était fragile. Elle a dit que la rencontre lui avait fait comprendre que sa simple présence la mettait encore mal à l'aise, et qu'elle avait le droit de se protéger de ce malaise, quel que soit son état. Quant à moi, j'ai beaucoup appris sur la manière de soutenir Edna sans vouloir tout réparer à sa place. Je suis devenu meilleur pour simplement écouter quand elle en a besoin, au lieu de chercher tout de suite des solutions. La semaine prochaine, nous irons rendre visite à Laura et Marc pour l'anniversaire de leur fils. Nathan y sera aussi, ce sera donc la première fois qu'Edna le reverra depuis la rencontre au café avec leur père. Edna dit qu'elle ne l'évitera pas, mais qu'elle n'est pas prête à se réconcilier complètement. Elle compte rester courtoise pour son neveu, mais sans faire semblant que tout va bien entre eux. Je publierai une autre mise à jour après cette visite, car cela pourrait être un tournant dans la relation d'Edna avec son frère. Pour l'instant, nous nous concentrons sur notre vie à deux et nous réjouissons de fêter notre première saison des fêtes en tant que couple marié. Mise à jour 3. Cela fait 6 mois que nous sommes mariés, et j'avais promis une mise à jour après l'anniversaire du neveu d'Edna, où elle devait revoir Nathan pour la première fois depuis la rencontre avec leur père. Cette fête a eu lieu il y a 2 mois, et beaucoup de choses se sont passées depuis. La fête en elle-même a été tendue mais supportable. Edna est restée polie avec Nathan, échangeant de simples salutations sans réelle conversation. Nathan a suivi son exemple, gardant ses distances tout en participant aux activités familiales. Laura a très bien géré la situation, veillant à ce qu'il ne soit pas forcé d'interagir directement tout en maintenant une ambiance joyeuse pour son fils. Cependant, cette paix relative n'a pas duré longtemps. 3 semaines plus tard, Edna a reçu un appel de Laura, leur père était décédé. Il avait subi une nouvelle crise cardiaque, plus grave, et était mort à l'hôpital, avec Nathan à son chevet. Les funérailles étaient prévues pour le week-end suivant, et Laura a demandé à Edna si elle comptait y assister. Edna a décidé de ne pas y aller. Elle a expliqué à Laura qu'y assister reviendrait à pleurer une relation qui n'avait jamais existé. Laura a compris, mais lui a demandé si cela la dérangeait qu'elle et Nathan y aillent. Edna l'a assuré que c'était leur choix, et que cela ne changerait rien entre elles. Ce qui s'est passé ensuite était inattendu. Nathan s'est présenté chez nous le lendemain des funérailles, sans prévenir. Edna a failli ne pas le laisser entrer, mais en voyant à quel point il était bouleversé, elle a cédé. Nathan était visiblement à fleur de peau, oscillant entre larmes et colère. Il l'a accusé d'avoir été insensible en ne venant pas à l'enterrement et de lui avoir refusé la paix dans les derniers jours de leur père. Au lieu de se défendre, Edna l'a écouté jusqu'à ce qu'il se calme. Puis, calmement, elle lui a demandé pourquoi il avait maintenu une relation avec leur père alors qu'il savait parfaitement comment celui-ci les avait traités, enfants. La réponse de Nathan a tout éclairé. Il a dit qu'il avait besoin de croire que leur père pouvait changer, que lui pardonner était sa façon de surmonter leur enfance difficile. Il a admis qu'il partageait des nouvelles d'Edna parce que cela rendait leur père heureux, et que rendre son père heureux était devenu, pour lui, un moyen d'obtenir enfin l'approbation qu'il avait toujours cherchée. Cette conversation honnête a marqué un tournant dans leur relation. Même si Edna n'approuvait pas ses choix, elle a mieux compris ses motivations. Ce n'était pas une trahison délibérée, c'était sa manière à lui d'essayer de guérir. De son côté, Nathan a commencé à accepter que la décision d'Edna de garder ses distances était aussi une forme de guérison, pas un rejet de la famille ni du pardon. Dans les semaines suivantes, Nathan et Edna ont commencé à reconstruire leur lien. Ils ne sont pas proches, mais ils communiquent plus ouvertement. Nathan a cessé de défendre les actes de leur père et a reconnu le tort qu'il avait causé en partageant des informations sans le consentement d'Edna. En retour, Edna a montré de l'empathie pour les émotions complexes de son frère, sans pour autant renoncer à ses limites. Quant à ma mère,
sa relation avec Edna est presque complètement rétablie. L'incident du mariage l'a forcé à affronter sa tendance à imposer ses valeurs aux autres, surtout en matière de réconciliation familiale. Elle nous a récemment confié que cette expérience l'avait amenée à remettre en question certaines de ses pratiques professionnelles en tant qu'ancienne conseillère familiale. Elle envisage même d'écrire un article sur le respect des limites dans la thérapie familiale, inspiré de ce qu'elle a appris de son erreur avec Edna. Deux grands événements récents ont bouleversé notre vie. D'abord, nous avons acheté une maison dans un quartier calme en périphérie de la ville, avec un grand jardin et 3 chambres. Ce qui nous amène au deuxième événement, Edna est enceinte. Nous l'avons appris le mois dernier, et nous avons encore du mal à réaliser. Edna est à la fois excitée et nerveuse à l'idée de devenir mère, compte tenu de son histoire familiale. Cette grossesse a suscité d'importantes discussions sur les limites à fixer avec nos familles respectives. Edna a clairement indiqué à Nathan qu'elle acceptait qu'il fasse partie de la vie de notre enfant, mais qu'il ne devait pas partager d'informations ni de photos avec d'autres membres de la famille sans notre accord explicite. Nathan a accepté sans discuter, montrant ainsi sa volonté sincère de regagner notre confiance. Ma mère, de son côté, a également été exemplaire, elle demande la permission avant d'acheter quoi que ce soit pour le bébé et vérifie toujours avant de parler de la grossesse à ses amis ou anciens collègues. Ces petits gestes de respect comptent bien plus pour Edna que de grandes excuses. Laura et Marc ont été notre soutien le plus solide tout au long de tout cela. Ils nous ont donné des conseils pratiques sur la parentalité tout en respectant nos décisions. Le restaurant de Marc est devenu notre rituel du samedi soir, une tradition que nous comptons bien conserver même après la naissance du bébé. En repensant à tout ce qui s'est passé depuis le mariage et le drame familial, je mesure à quel point Edna et moi avons grandi, chacun individuellement et ensemble. Nous avons appris à mieux communiquer sur nos besoins, à nous soutenir dans les moments difficiles, et à toujours prioriser notre couple malgré les pressions extérieures. Edna m'a récemment confié qu'elle ne se sentait plus définie par sa relation, ou son absence de relation, avec son père. Peut-être qu'à présent que la source de tant de problèmes familiaux n'est plus là, les choses iront encore mieux. Je sais que ce n'est pas très noble de penser ainsi, mais c'est difficile de ne pas le faire. Mise à jour 4. Avec le temps, Edna s'est ouverte davantage à moi sur son père. Sa mort semble avoir libéré cette partie d'elle, et j'en ai appris beaucoup sur leur relation, ses retours à la maison ivre, les cris contre sa mère, les humiliations constantes, surtout envers Nathan, l'aîné. Je ne vais pas entrer dans les détails, car ce sont des histoires typiques d'un homme incapable de contrôler sa consommation. Disons simplement que je comprends de mieux en mieux pourquoi Edna voulait mettre autant de distance entre eux. Mais si j'écris aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ses souvenirs, c'est à cause de Nathan. Peu avant la naissance de notre enfant, un moment de pur bonheur pour moi, nous avons annoncé le prénom. Nathan a suggéré que, si ce n'était pas en premier prénom, nous devrions au moins donner à notre fils le nom de leur père comme deuxième prénom, en hommage. Un nom qui, au-delà de ses mauvaises associations, est tout simplement affreux, vieux jeu, lourd, et désormais teinté de douleur. Je ne le citerai même pas, cet homme ne mérite pas qu'on prononce son nom. Edna a immédiatement refusé. Elle a dit à son frère qu'elle avait passé des années à guérir et à reconstruire, et qu'il n'avait aucun droit de la tirer en arrière. Elle lui a ordonné de sortir de sa vie et de ne plus jamais lui parler, et il n'a pas vu le bébé à sa naissance. Mais Nathan avait déjà ses propres problèmes. Pendant tout ce drame, il traversait aussi un divorce. Ce n'est pas directement lié à notre histoire, mais Nathan a été pris en flagrant délit d'adultère, et sa femme n'a pas perdu de temps à demander le divorce. La procédure n'est pas encore terminée, mais la proposition du prénom a été la goutte d'eau pour Edna, car il s'était déjà disputé à propos de cette infidélité. Ce n'était pas à ses sœurs de lui pardonner, c'était à sa femme, mais Nathan continuait à présenter le divorce comme une tragédie due au mauvais timing, après la mort de leur père. Edna et Laura lui ont toutes deux dit clairement que c'était entièrement de sa faute et qu'il devait cesser de se poser en victime. L'affaire avait commencé bien avant le décès de leur père, et Laura a même affirmé qu'il reproduisait peut-être le comportement paternel. Pour autant que nous sachions, leur père n'avait jamais été infidèle, mais on ne pouvait pas les blâmer de le soupçonner. Depuis, Laura a aussi coupé les ponts avec Nathan. Et ma mère, bien qu'on ne l'aurait pas imaginé après tout ce qui s'est passé, a été la plus grande alliée d'Edna. Elle la soutient sans réserve. Pour ma part, je me suis concentré sur la sécurité d'Edna, surtout le jour de la naissance de notre fils, quand Nathan est venu à l'hôpital et a tenté d'entrer dans la zone des nouveau-nés. Les infirmières l'ont bloqué, et avec un agent de sécurité, je l'ai escorté hors de l'établissement avant que la police ne soit appelée. Il a essayé de m'attendrir en disant que son neveu était la seule famille qui lui restait, puisque son propre fils refusait de lui parler et vivait avec sa mère. Mais je n'ai pas cédé. Je savais que je voulais respecter les volontés d'Edna, surtout à ce moment-là, juste après un accouchement éprouvant. Il est encore trop tôt pour dire que tout cela est derrière nous, mais c'est là où nous en sommes. Mise à jour 5. Les choses sont calmes depuis plusieurs mois. Notre fils commence à faire ses premiers pas hésitants et tente de prononcer quelques mots.
Je crois qu'il dit « Papa », mais c'est peut-être juste mon imagination de père fier. Nathan a fini par accepter la réalité, après avoir été expulsé de l'hôpital et signalé à la police, il reste à distance, sinon, il y aurait des conséquences. Il traverse son divorce pratiquement seul. Laura et Edna gardent le contact avec la mère de son fils, qui leur dit que l'enfant ne veut toujours pas voir son père. Elle vient parfois avec lui pour dîner chez Marc, et nous essayons de les inclure comme famille autant que possible. Elle ne vient pas toujours, peut-être qu'elle ne veut pas, mais elle est venue plusieurs fois. Nous entrons dans une période de calme qui me fait penser que c'est peut-être ma dernière mise à jour. Mais je me suis déjà dit ça auparavant, et nous en sommes maintenant à la 5e, voire 6e mise à jour, j'ai perdu le compte. Je me souviens néanmoins de nombreux noms familiers parmi ceux qui ont commenté cette histoire, alors merci à vous, même si je ne peux pas tous vous citer ici. Vos conseils ont vraiment été précieux.